allons parler de lâcher prise. Alors, lâcher prise, c'est un sacré sujet. Vous avez sans doute déjà été confronté à cette question de lâcher prise. Et pour entrer là-dedans, il est nécessaire de savoir un peu qu'est-ce qu'on entend par là. Lâcher prise, c'est quoi? Alors évidemment, bon, on va en parler tout au long de ce café hypnose. Et qu'est-ce qu'on veut dire par là souvent? C'est au fond d'arrêter de se prendre la tête. OK. Alors, pour commencer, j'avais envie de vous parler de la toute-puissance de l'enfant. C'est important de comprendre ça. C'est que quand on vient au monde, quand on est un petit bébé, quand on sort du ventre de sa maman, on n'a pas du tout conscience qu'on est en train de venir au monde. Du moins pas avec notre cerveau, pas avec notre rationalité, on va dire. On n'a pas la conscience consciente qu'on est en train de venir au monde. On a passé 9 mois de gestation dans le ventre de la maman. On était bien, on était au chaud, on était tranquille. Et puis, tout d'un coup, on sort de cet espace et on arrive dans l'espace extérieur, dans le monde matériel, dans le monde qui nous accueille plus ou moins bien d'ailleurs, dans le monde ou plutôt dans lequel on va chercher à trouver accueil. Et donc, on n'a pas conscience, on n'a pas un cerveau, on a un cerveau qui fonctionne, il marche très bien, il est parfait même, il est opérationnel, mais il n'y a rien dedans. C'est un petit peu comme si vous achetez un disque dur, il est neuf, il fonctionne super bien, mais il n'y a rien à l'intérieur. Et donc, l'enfant va avoir besoin de temps pour capter des informations, pour pouvoir comprendre ce qui se passe à l'extérieur. On parle souvent des 6 premières années de la vie. D'ailleurs, vous m'avez peut-être déjà entendu parler de ça, parce que c'est vraiment fondamental et très important, qui servent à l'enfant à capter les informations en quantité suffisante pour pouvoir les analyser, les mettre en lien les unes avec les autres, et donc commencer à comprendre non seulement ce qui l'environne, mais comprendre sa relation avec l'environnement. Puisqu'au départ, il ne sait pas qu'il est né, qu'il vient de naître, qu'il est venu au monde, il ne sait pas qu'il est une personne, il ne sait pas que sa maman est sa maman, il ne sait pas ce que c'est une maman ou un papa, ni un chien, ni une chaise, il ne sait rien. Et donc, il va simplement être imbibé, il va capter les informations qu'il reçoit brutes au moyen de ses 5 sens, à savoir d'ailleurs que le sens de la vue n'est pas très efficace en début de vie. Il va avoir beaucoup de ressentis, donc le sens kinesthésique, des sensations physiques. Il va avoir l'ouïe, la vue, il va avoir un petit peu des ombres au départ, de la lumière, des ombres. Et il va avoir le goût, évidemment, ça c'est très important, le goût, l'odeur. Et donc, au moyen de ces 5 sens qui vont se développer rapidement, il va simplement intégrer des informations. Mais au départ, il pense pas parce qu'il n'a pas assez d'informations pour penser, mais il a cette impression qu'il est tout. Il est tout. Il est sa maman, il est le sein de sa mère, il est son oreiller, il est la lumière, il est la nuit, et tout ce qui vient, tout ce qui arrive en termes de perception chez lui, ça va être intégré comme quelque chose qui fait partie de lui. Parce qu'il ne sait pas qui il est, donc il n'a pas encore d'identité. Il n'a pas conscience d'une identité. Et donc, cette conscience va se développer au fil du temps, mais dans un premier temps, il va avoir vraiment cette impression que tout ce qui l'entoure, c'est lui. Et ça lui donne une sensation de toute puissance. Parce que quand il fait jour, bah, c'est lui qui fait jour. Quand il fait nuit, c'est lui qui fait nuit. Quand il a besoin de déféquer, bah, c'est lui. Tout fait partie de lui. Les odeurs, etc. Et donc, ça va lui donner une sensation
de pouvoir total, ce qui est le cas d'ailleurs. En plus de ça, quand il pleure parce qu'il a faim, bon, on se précipite pour lui donner à manger, etc. Donc, il va vraiment, quand je dis il, évidemment, on a tous passé par là, hein, développer cette sensation de toute puissance qui va, à un moment donné, aboutir très souvent à une culpabilité. C'est-à-dire que quand l'enfant va grandir un petit peu à peu, il va se rendre compte que sa maman n'est pas lui, Merci. hein, qu'il y a une relation qui se passe, et donc que sa maman et lui, c'est deux choses différentes. Après, il va y avoir un papa, il va y avoir des frères et sœurs peut-être, qui étaient déjà là avant lui et qui vont lui faire sentir. Il va y avoir peut-être il va y avoir peut-être une relation avec des voisins, avec des grands-parents, avec des chiens, des chats, peu importe. Et donc, c'est vraiment peu à peu qu'il va prendre conscience qu'un certain nombre de choses ou de personnes lui échappent, ne réagissent pas à ses souhaits, en réalité. Au départ, oui, tout semble concorder à ses perceptions, puis à un moment donné, il va se rendre compte que de plus en plus, il y a des dissonances entre ce qu'il perçoit et l'interaction qu'il a avec ce qu'il perçoit. Vous remarquez que je ne suis pas forcément toujours très clair, c'est que j'ai encore un œil sur des gens qui arrivent, mais je ne perds pas le fil. Ce qui est important de comprendre, c'est que dans cette première phase de la vie, l'enfant, à travers ses perceptions, ressent ou il a ce sentiment qu'il est tout ce qu'il perçoit. Et il va avoir besoin de temps pour faire la différence entre ses perceptions et les autres objets ou personnes qui ne sont pas lui. Il y a toute cette phase où l'enfant met les objets à la bouche, il va partir en exploration, ça c'est déjà un peu plus tard. Et donc, peu à peu, il se met en position par rapport aux choses et il comprend que les choses sont différentes de lui. Ça va être un grand traumatisme quelque part de perdre cette toute-puissance. Mais ça fait partie du chemin, ça fait partie de la prise de conscience et de la formation de l'identité. Si un enfant est très, très protégé, surprotégé, ou qu'on fait tous ses caprices, il va augmenter encore son sentiment de toute puissance, ce qui ne va pas lui être très favorable par la suite. Ça va être plus dur pour lui de se positionner par rapport aux gens, aux personnes en particulier qui seront différentes de lui. Et ce qu'on voit, ce que je veux dire par là, c'est la raison pour laquelle je commence avec cette explication, c'est qu'en fait, notre identité, elle va être formée à ce moment-là, elle va être très imprégnée de l'environnement, des interactions qui vont se faire, des soins que l'enfant va recevoir. On peut voir des grandes différences quand on a une fratrie de plusieurs frères et sœurs, de grandes différences selon l'ordre, enfin, comment dire ça, la position de l'enfant, à quel moment, si c'est l'aîné, le cadet ou s'il est entre deux, etc. On peut faire des différences parce que ça change beaucoup la dynamique des perceptions et ça a à voir avec cette construction de l'identité en relation avec le reste. Il y a donc une identification au monde avant d'avoir une identification à soi. Et ça, c'est vraiment important de le souligner. Et comme je le disais tout à l'heure, à un moment donné, l'enfant va être un petit peu entre deux, entre ces sentiments de toute puissance qui a tendance à perdurer, en tout cas selon les situations de manière plus ou moins forte. Donc, il va être pris entre ce sentiment de toute puissance et le lâcher prise qui va déjà être nécessaire à ce moment-là, en disant « Ok, ça, c'est pas moi. Je peux rien. J'ai envie de manger, mais je dois attendre.
J'ai fait dans ma culotte, mais on ne vient pas me changer tout de suite. Je veux ce jouet, mais on me l'enlève, etc. Donc, il va y avoir un certain nombre de frustrations que l'enfant va vivre, qui sont tout à fait normales et formatrices d'ailleurs. Et donc, il va faire ses premières expériences, j'allais dire de lâcher prise, mais en fait, au départ, il ne lâche pas prise. Il veut les choses parce qu'il a été dans les premiers instants, les premiers jours, semaines, mois de sa vie, dans cette sensation de toute puissance. Et ça, si vous pensez un peu à vous, aux personnes que vous connaissez, etc., vous allez tout à fait repérer une ou deux personnes qui n'ont toujours pas lâché leur sentiment de toute puissance. Ça arrive. Des gens qui ont, ou que partiellement, des gens qui malheureusement, la vie les a amenés à garder ce sentiment de toute puissance et à y tenir. Et tout à l'heure, je parlais de culpabilité parce que ce sentiment de toute puissance a à voir avec la culpabilité au sens où, comme l'enfant pense être tout, il va naturellement penser être la cause des choses qui sont autour de lui. C'est grâce à lui qu'il fait jour, ou c'est grâce à lui qu'il fait nuit. C'est grâce à lui que ses parents s'embrassent. C'est à cause de lui que ses parents s'engueulent, etc. Il va prendre sur lui. D'ailleurs, il est bien connu qu'un enfant qui malheureusement va subir des violences ou des frustrations, des brimades, des réprimandes, etc., exagérées de la part de ses parents, ne va jamais remettre en question le parent. Il ne va jamais se dire, en tout cas pas avant l'âge de 6 ou 7 ans, il ne va jamais se dire « mon parent est un salaud de me mettre des coups de ceinture ». Il ne va pas dire ça. Il va se dire plutôt « je suis indigne ou je suis incapable d'être aimé puisque je reçois des coups de ceinture ». Donc, comme il fait un avec l'environnement, il va prendre sur lui, il va prendre en charge ce qu'il est en train de vivre. Même s'il a un accident, il va penser en être responsable. Et donc, là-dessus s'installe le fondement de nos culpabilités futures. Et c'est pourquoi, là, on peut faire une petite parenthèse avec l'hypnose. C'est pourquoi, avec l'hypnose, on travaille beaucoup sur ces aspects anciens, même s'ils restent très inconscients et qu'on ne va pas forcément les faire remonter à la surface. Ça peut arriver que ça remonte, mais pas forcément. On va travailler avec l'inconscient pour lui suggérer d'aller nettoyer ou d'aller remettre à jour, d'aller revisiter cette toute puissance exagérée et de la remettre à jour, de la remettre en relation équilibrée avec l'environnement. En faisant ça, on permet au subconscient de finalement terminer ou aboutir l'acceptation de l'identité. On vient au monde, on ne sait pas, on n'a pas conscience qu'on est une personne, et puis après, des années plus tard, on a conscience d'être une certaine personne, c'est-à-dire la personne qu'on croit être. Et moi, tel que vous me voyez là, je crois être un homme en train de vous parler. Et vous pensez de votre côté être des femmes ou des hommes en train de m'écouter. Et ce n'est pas complètement faux, mais ça n'est pas toute la vérité. C'est une partie de la vérité. On va parler d'identité un peu plus loin, c'est vraiment très, très important. Donc, je pose déjà des petites graines par rapport à ce que j'ai envie de vous apporter ce soir. Enfin, de vous proposer ce soir. Par rapport à cette découverte de la vie que l'enfant fait, il y a un truc qui n'est pas clair pour lui, c'est qu'il n'a pas du tout conscience de la mort. Forcément, il vient de naître. Et donc, pour lui, c'est quelque chose, enfin, il n'y pense même pas. Il n'y a pas ça ne traverse pas son esprit jusqu'à ce que la mort frappe à sa porte. C'est-à-dire, il peut y avoir le chat, le hamster, l'oiseau,
ou le grand-père, la grand-mère, etc., qui disparaît et, ou qui meurt. On peut voir, on peut trouver une souris morte derrière l'armoire, j'en sais rien. Tout d'un coup, ça vient, ça apparaît. Et l'enfant est très désappointé par rapport à ça. Et le langage des parents, le langage éducatif, la transmission des valeurs est très importante à ce niveau-là pour accompagner l'enfant dans sa perception des choses. Il va peu à peu prendre compte qu'il est au début de la vie et que la vie a une fin. Alors, ce n'est pas très conscient, mais dans l'inconscient, c'est réel. Et ça va augmenter avec l'âge, au fil du temps. Alors, ça touche l'enfant de manière très ponctuelle, comme ça, comme des flashs, à travers des expériences. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse aujourd'hui. On a une relation à la mort qui est extrêmement taboue, au point de ne plus même voir de corbillard dans les rues, parce qu'on banalise les voitures, parce on veut cacher cette mort. Et je pense que c'est dommage, parce que la mort fait partie de la vie. La mort, c'est une expérience de la vie. D'ailleurs, il y avait un grand auteur, malheureusement, je ne sais plus qui a dit ça, je ne sais plus son nom, mais je vais quand même le citer, qui disait, quand il était très vieux, il était proche de la mort, il disait, la mort est une expérience tellement importante, merveilleuse, qu'on se la garde pour la fin. Je trouve ça assez joli, comme c'était présenté, proposé. Donc la mort, c'est quelque chose qui se découvre peu à peu, petit à petit, mais qui nous accompagne sans cesse, en fait. Alors, évidemment, on y pense plus quand on atteint 50, 60 ans ou plus, mais c'est quand même des choses qui nous accompagnent. Il y a fondamentalement une peur de la mort qui se retrouve dans toutes les peurs du changement, en fait. Chaque fois qu'on change, on a une certaine identité qui meurt pour permettre la naissance d'une nouvelle identité. C'est ça, un changement, en fait. Hein? Et il n'y a pas de changement sans accueillir la mort de ce qu'on connaît, la mort de l'ancienne identité. Vous pouvez penser, chacune et chacun d'entre vous, j'imagine, à des périodes de changement dans votre vie où effectivement, vous avez dû lâcher quelque chose, lâcher l'ancien. Et ça prend du temps parfois, hein. Ce n'est pas un claquement de doigts que ça se fait. Des fois, ces périodes de transition peuvent durer quelques mois, parfois même quelques années. La transition, une des transitions les plus importantes, c'est la transition de l'adolescence, mais il y en a d'autres, il y a le milieu de vie, etc. Il y a les grands changements de vie. Il y a quelque part une mort d'une certaine identité pour permettre l'émergence d'une nouvelle identité. On doit lâcher prise. C'est ça le lâcher prise. Lâcher prise, c'est laisser partir. Et là où c'est difficile de lâcher prise, beaucoup de gens vont nous dire que c'est difficile de lâcher prise. Pourquoi c'est difficile? Parce qu'on tient à notre identité. Il s'agit donc finalement d'attachement ou de détachement. Attachement, détachement. Il y a un choix à faire. Pardon. Un choix qui va avec une certaine conscience, bien sûr, des choses. Et donc, ce qui est intéressant de noter par rapport à l'attachement et au détachement, c'est que vous l'aurez remarqué sans doute, il est beaucoup plus facile d'être en relation avec quelqu'un avec lequel on n'est pas attaché. Bon, évidemment, si c'est quelqu'un, vous n'avez rien à cirer, vous n'allez même pas faire une relation, mais c'est plus facile d'être en relation avec un voisin, avec un ami lointain, avec un cousin lointain, etc. Parce qu'on se connaît, on peut échanger des choses, on peut dire son avis, parce que ça nous est égal ce qu'il pense. Donc, on peut être beaucoup plus libre que si on est avec une personne plus proche, à laquelle on tient. Je tiens à cette personne,
Donc, je ne veux pas la blesser. Je veux être sûr qu'elle m'entend bien, qu'elle comprend. J'ai peur de ce qu'elle va penser, si on n'est pas d'accord. J'ai peur du conflit, etc. Donc, l'attachement, on pourrait dire la dépendance qui peut se créer dans l'attachement va perturber la communication. Alors que si on est détaché, on a une communication beaucoup plus libre, beaucoup plus spontanée, beaucoup plus vraie en réalité. Et de cette manière-là, on a une qualité de relation qui est meilleure. L'idéal serait donc de pouvoir se détacher, en tout cas dans une certaine mesure, ça ne veut pas dire s'en foutre, hein, bien sûr, mais juste sortir de la dépendance de ce que l'autre va pouvoir projeter sur mon identité, se détacher des personnes qu'on aime. C'est avec elles qu'on a besoin de faire de la relation, de faire de la communication de qualité. Avec le voisin, on s'en fiche un peu. Il me paraît donc intéressant de trouver le moyen de se détacher des relations précieuses. Quand je dis détacher, encore une fois, c'est lâcher prise sur le résultat. Lâcher prise sur ce que l'autre pense de moi, lâcher prise sur la peur de me tromper et ce genre de choses. Se détacher des personnes qu'on aime, ça nous permet d'encore mieux les aimer. Et selon cette logique, la personne que j'aime le plus, c'est moi. Sans faire de nombrilisme, je veux dire, je suis quand même la personne qui a le plus d'importance à mes propres yeux. Même si je peux être très altruiste, m'occuper des autres, faire plein de trucs pour les autres, etc., quand je fais des trucs pour les autres, c'est parce que ça me fait plaisir à moi. Donc, il y a quand même, je suis au centre de ma propre vie. Et donc, pour garder une bonne relation avec moi, selon la logique de ce que je viens de vous proposer juste avant, il faudrait que je me détache de moi, que je me détache du résultat, que ce n'est pas très important que je réussisse ma vie ou non, que je n'ai pas besoin d'être parfait. C'est intéressant, n'est-ce pas? Si je me détache suffisamment de moi, même que je peux mourir, c'est OK. Je me détache de moi, je peux créer une relation de confiance avec moi, une relation de qualité, même une communication avec moi de qualité, parce que je ne vais pas être flippé avec l'idée que peut-être je me trompe, que peut-être que je ne fais pas le bon choix, que peut-être que, voilà, que je ne prends pas la bonne route, que je devrais être comme ci, comme ça, que je ne devrais pas faire ci, pas faire ça, et me foutre une montagne de pression. Me détacher de moi, c'est-à-dire me détacher de l'identité de qui je crois être. Donc, me détacher de réussir ou d'échouer en tant que cette identité-là. Et qu'est-ce que je remarque? C'est que plus je suis détaché des objectifs égotiques que je peux développer sur ma propre identité, plus je vais être libre, libre dans mes pensées, libre dans mes propos, libre dans ma créativité, libre dans ma contemplation. Et donc, toutes ces choses qui créent la relation avec moi-même et qui va gagner au fait d'être détaché de moi-même, y compris de la mort. Je peux mourir demain. Moi, j'aimerais bien finir cette petite présentation avant de mourir, mais c'est OK. Je peux me tromper, je peux perdre des amis, je peux m'en faire des nouveaux, je peux
voilà, suivre le flow de la vie. Et ça, c'est vraiment important. On est en plein cœur de ce que j'essaye de vous communiquer à propos du lâcher-prise. Parce que trop souvent, on entend parler du lâcher-prise, mais on a de la peine à comprendre, en fait, ce que c'est vraiment. On dit, ouais, mais fous-toi de ça, c'est pas important. Évidemment, la personne qui dit ça, qui dit que c'est pas important, et ben pour elle, c'est pas important. Mais si je m'en fais, c'est que c'est important. Je vois qu'il y a une petite question sur le chat. Alors, OK, il y a une question sur les sentiments. Alors, comment est-ce qu'on situe les sentiments par rapport à ce que je viens de dire, lâcher prise? C'est compliqué de choisir de se détacher. Hein. On peut choisir de se détacher dans la tête, au niveau intellectuel, on peut comprendre le principe de ce que je viens de vous proposer, mais au niveau du cœur, le cœur, lui, il a ses raisons que la raison ne comprend pas. Alors, c'est une excellente question, bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ce que je vous propose ici, c'est vraiment de faire l'effort, enfin l'effort, c'est pas le bon terme, de faire le choix, parce que finalement c'est ça, le choix de se détacher. Quand on dit se détacher, c'est pas s'en foutre ou c'est pas arrêter d'aimer, au contraire. Aimer de manière détachée vous permet de beaucoup mieux aimer. C'est-à-dire, être détaché, c'est sortir de la dépendance. Et souvent, il y a de la dépendance dans l'amour, dans les sentiments, clairement, bien sûr. Moi, je suis très amoureux de ma chérie, donc j'en suis évidemment un peu dépendant. Mais je fais gaffe à ça. Je fais gaffe à ça parce que je sais que dès le moment où je suis dépendant, je vais avoir des attentes, des besoins qui, par nature, ne vont pas tous être comblés, vont créer des frustrations, vont créer des dissensions, vont influencer, perturber ma communication. Il va y avoir des attentes. Et donc, toutes ces choses vont en fait perturber la relation. Tandis que si je suis détaché, alors ça demande c'est un peu de boulot hein, quand même de se détacher. Surtout émotionnellement, affectivement, amoureusement, c'est sûr. Mais je peux témoigner de ça parce que j'ai fait le chemin et même si le chemin n'est jamais terminé, je pense que j'ai atteint un bon niveau de détachement à ce sujet. La qualité de la relation, quand on est détaché, elle est extraordinaire parce que pour témoigner, parce que finalement, pourquoi ne pas témoigner? Ma manière d'aimer ma chérie, c'est de lui souhaiter le bonheur avant le mien. Et pour être très franc, si elle devait prendre un autre chemin, parce qu'elle décide que sa vie va ailleurs sans moi, alors j'espère pas évidemment, ça ne m'arrangerait pas mes affaires, et je serais très triste. Mais en même temps, si elle est plus heureuse, alors je la soutiendrai. Ça, c'est le détachement. Je ne sais pas comment je m'en sortirais, parce que ça serait dur, bien sûr. Mais le détachement que je vis en ayant cette philosophie, cette perception des choses, me permet de l'aimer d'une manière complètement ouverte, d'une manière sans attente, d'une manière complètement libre. Et ça la rend libre, ça lui laisse sa liberté. Et donc, ça, c'est quelque chose, je ne sais pas si je réponds bien à la question qui était posée, mais c'est vraiment important de capter. Après, vous faites vos choix, puis on fait ce qu'on peut. Hein. On n'arrive pas à la perfection, ce n'est pas l'objectif. Mais disons, d'avoir une vision assez claire des choses nous permet d'aller dans cette direction, même si on n'y arrive pas. Moi, je n'arrive pas toujours à être détaché comme j'aimerais. Des fois, je suis touché au cœur et puis je sens
mes besoins affectifs qui sont en manque, et puis je suis comme tout le monde, hein, j'arrive pas toujours. Mais disons que cette perception, cette vision des choses me mène dans la direction d'une écoute toujours plus grande, d'une présence toujours plus importante. Et ça, je pense, c'est vraiment précieux, précieux pour la relation. Alors, j'espère que j'ai répondu à la question par rapport aux relations amoureuses et affectives. Ce qui me paraissait important à souligner, c'est le détachement par rapport à soi. Et là, je vais venir à l'identité. Qu'est-ce que c'est l'identité? Ceux qui ont l'habitude de m'entendre vont peut-être le réentendre une fois parce que c'est quelque chose sur lequel je reviens souvent. L'identité, c'est pour qui on se prend. Je me prends pour un homme qui a tel et tel chemin, telle et telle caractéristique. J'ai tel et tel caractère, qualité, défaut, etc. Et je me prends pour ça. Et au plus je m'identifie à ces qualités, à ces défauts, au moins j'ai possibilité de les changer. Plus je pense que, je ne sais pas, je cherche un défaut, mais je n'en ai pas beaucoup. Non, je plaisante. Disons, plus je pense que je suis maniaque, par exemple, plus je m'identifie au fait d'être maniaque, ben moi j'ai de chance de le changer, bien sûr. Et là aussi, l'hypnose vient nous soutenir, nous aider par rapport à ce genre de problématiques où on peut se sentir coincé dans un comportement ou dans une attitude ou dans une perception. C'est que grâce à l'hypnose, on va vivre une expérience différente dans l'état hypnotique. Ce fameux état hypnotique qui amplifie l'expérience. Donc, je peux très bien partir dans un état hypnotique. Alors, on peut le faire en auto-hypnose ou en hypnose dirigée. Pour les trucs un peu difficiles, il vaut mieux diriger parce qu'en auto-hypnose, c'est plus difficile de se changer soi-même. Mais bref, donc partir d'un état hypnotique et dans cet état hypnotique, vivre l'expérience de comment ça fait quand je ne suis pas maniaque. Alors, on ne va pas utiliser la négation, mais pour reprendre le truc avant, l'exemple, comment ça fait de vivre quand je suis cool, relax et libre par rapport aux objets, aux situations, etc. Donc, on va chercher qu'est-ce que c'est être maniaque, qu'est-ce que c'est être l'inverse, et cet inverse-là, on va le vivre dans l'état hypnotique. Et donc, ça va permettre de finalement recadrer ou réaligner, transformer la réalité. Et quand on transforme la réalité, vous le savez, vous l'avez compris, eh bien, on va transformer le point de vue. Transformant le point de vue, on va transformer la sensation. Transformant la sensation, on va transformer le comportement. Ça, on l'a vu la dernière fois. Point de vue, le triangle du changement, point de vue, sensation, émotion et comportement. On change un, ça change les autres. Donc, l'identité, c'est ce pourquoi je me prends. Lâcher prise sur l'identité, c'est pas facile. On fera un exercice à la fin. C'est pas facile parce qu'on est forcément très attaché à son identité. Et puis, il n'y a pas de raison de changer ce qui va bien. Hein. Donc, si je suis maniaque, je peux vouloir changer ça. Par contre, si je suis patient, c'est une qualité, enfin, il me semble. Donc, je ne vais pas vouloir changer des parties de mon identité qui sont bien. On est d'accord. Donc, avec l'hypnose, on va remettre en question les zones de l'identité qui peuvent être améliorées. Alors, l'identité fonctionne sur 3 niveaux. Il y a 3 étages à l'identité. Il y a le corps. Hein. Le corps, c'est une partie de l'identité. Il y a les émotions, les sensations, les sentiments.
c'est une autre partie de l'identité, et il y a le mental, la pensée. Ces trois choses forment l'identité. On pourrait dire l'incarnation, on pourrait dire l'expérience humaine, hein, le corps, les sentiments, la pensée. Ces trois choses changent tout le temps au fil du temps. Le corps change, on le voit changer, hein, bien sûr. D'ailleurs, quand on vieillit, on n'aime pas trop le voir changer, mais il change. Et puis, en fait, on peut aussi vieillir bien et puis trouver que c'est super de vieillir, c'est super d'avoir un corps qui se transforme, c'est génial d'avoir un corps qui est vivant, c'est génial d'avoir mal au dos parce que j'ai déménagé, j'ai des courbatures partout et je me sens vivant. Et ça, c'est de lâcher prise. Ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, se détacher de soi, se détacher de mon expérience. Je ne vais pas râler parce que j'ai mal au dos. Je dis, c'est génial d'avoir mal au dos. Voilà. Bon, si j'avais mal au dos tout le temps, ça serait peut-être différent. Mais là, avec mon déménagement, c'est une jolie expérience. Mais à l'extrême, même si j'avais mal au dos tout le temps, ça serait une expérience. Et donc, on peut, en se détachant de l'expérience, on peut être beaucoup plus libre par rapport à l'expérience et avoir un rapport au corps, même s'il est douloureux, très différent. Plus léger, plus souple. On va entrer dans le flot de la vie. Je vais y venir juste après. Je reviens à l'identité. Donc, le corps change. Évidemment aussi, les sentiments changent. On ne vit pas les sentiments de la même manière quand on a 50 ans ou 30 ans ou 15 ans. Et puis, le mental change, les pensées changent. On n'a pas les mêmes pensées tout au long de la vie. Donc, l'identité change. Par contre, il y a quelque chose au-delà ou au-dessus ou autour ou à l'intérieur qui est le soi et qui ne fait pas partie de l'identité. Le soi, c'est ce truc qui reste quand on meurt. Quand on meurt, le corps s'éteint, les sentiments et les pensées, tout ça s'éteigne, parce que ça a à voir avec l'incarnation. Et il reste le soi, l'âme, on pourrait dire, qui va, d'une certaine manière, ça chacun selon ses croyances, qui va survivre, qui va être encore, qui va continuer à être. Et même si les gens, même s'il y a parmi vous des gens qui pensent qu'il n'y a rien au-delà, on peut, même dans le cadre de la vie qu'on vit, dans le cadre de l'incarnation, dans le cadre de la condition humaine, on peut bien voir qu'il y a quelque chose au-delà de cette identité qui change. Je ne sais pas comment c'est pour vous, mais moi, quand je regarde des photos, des photos anciennes de moi, quand j'avais 30 ans, ou quand j'avais 15 ans, ou quand j'avais 8 ans, et il y a quelque chose dans le regard où je me reconnais, alors que je n'avais pas le même corps, je n'avais pas les mêmes pensées, je n'avais pas les mêmes sentiments. Il y a quelque chose qui reste. Alors, on peut l'appeler l'âme, on peut l'appeler comme on veut. Moi, j'aime bien l'appeler le soi parce que c'est un peu neutre. C'est quelque chose qui est au-dessus de l'identité, au-dessus de ce pourquoi je me prends. En fait, c'est le je, le soi, qui se prend pour l'identité. Et en fait, quand on se prend pour l'identité, on oublie ce soi. Le soi, il est comme aspiré dans l'identité. Et du coup, il commence à se prendre. Je suis vieux, je suis jeune, je suis crétin, je suis beau, je suis riche, j'ai de la chance, j'ai pas de chance, j'ai pas confiance en moi, j'ai confiance en moi. Bref, toutes ces choses sont relatives à la pensée, au sentiment et au corps, à l'identité. Mais le soi, lui, cette partie de nous, cette partie, le je, lui, il est toujours, il n'est pas concerné par ces choses. Il est au-dessus de ça. Alors, l'identité a des besoins que le soi n'a pas. Et ça, c'est très intéressant. On parle du besoin de contrôle, du besoin de sécurité, du besoin d'approbation et d'un quatrième besoin qui est un besoin double qu'on appelle séparation-unité. Les trois premiers besoins sont liés, vous l'avez repéré sans doute, sécurité, contrôle, sécurité, approbation. C'est toutes des choses qui ont à voir avec la sécurité. Si je suis approuvé, si je contrôle les choses, si je suis en sécurité, c'est toutes des choses qui me tiennent vivant. Si je n'ai pas ça, je meurs quelque part. Hein. Et puis, le quatrième besoin,
qui est le besoin qui fait tenir l'identité, l'illusion de l'identité en fait. C'est ce truc, ce quatrième besoin, ce besoin double de séparation, unité, qui me fait croire que je suis séparé des autres, que je suis différent, qui me fait oublier le soi. Ce besoin, c'est le besoin de séparation quand on est uni, quand on est avec quelqu'un, quand on le voit en amour, mais on le voit avec la famille, on le voit avec tous les gens qui nous sont proches. On a besoin d'être avec eux, puis au bout d'un moment, on en a marre, on a besoin d'être seul, on a besoin de se retrouver, on se sépare. Puis au bout d'un moment séparé, on a de nouveau besoin de créer du lien. On revient, et on repart, et on revient. Et c'est ni bien ni mal, c'est comme une respiration. J'ai besoin d'être seul, j'ai besoin d'être en lien. Alors, ça peut être en lien avec, comme je l'ai dit, avec une personne proche, un conjoint, mais ça peut aussi se sentir en lien avec l'humanité tout entière. Il y a plein de degrés. Mais ce besoin d'être seul, de se sentir une identité séparée, et ce besoin d'être en lien, une identité en relation. Et tout ça a à voir avec l'identité. C'est l'identité qui a ces besoins-là. Le soi, lui, il n'a pas ces besoins. Le soi, c'est l'âme qui flotte entre les espaces, entre les temps, qui est en dehors de ce jeu, mais qui en même temps utilise l'identité pour expérimenter, pour faire l'expérience humaine. Et donc l'identité et le soi forment une équipe, on pourrait dire, un binôme. Le soi va finalement créer l'identité pour pouvoir s'exprimer dans l'univers qu'on connaît, dans l'univers matériel, et puis il va pouvoir expérimenter des choses à travers tout ce qu'on vit dans l'expérience humaine, les relations, les frustrations, les rêves, etc. Et donc c'est vraiment un double niveau sur lesquels on existe. Alors, il y a encore plein de plans de l'être, enfin plein de plans. Certaines croyances nous proposent qu'il y a différentes couches. Vous avez entendu parler de l'aura et des corps éthériques, etc. On ne va pas entrer là-dedans ce soir, en tout cas. Et puis, je crois que je n'ai pas les compétences d'entrer là-dedans de manière sérieuse. Par contre, on peut sentir qu'on n'est pas uniquement un mammifère. Il y a autre chose. En tout cas, c'est ma croyance, c'est ma sensation aussi. Et donc, on est invité à vivre sur plusieurs plans en même temps. Et si je parle de tout ça, c'est que ça a à voir avec le lâcher-prise. Parce que le lâcher-prise, il est relatif à l'identité. Au niveau du soi, bon, peut-être qu'on doit... Oui. Au niveau du soi, on doit peut-être faire du lâcher-prise aussi. Mais c'est essentiellement au niveau de l'identité, au niveau de moi, qui je suis, Philippe, en train de vous parler ce soir, d'essayer d'être cohérent, d'essayer d'être compris, de chercher le contrôle, la sécurité, l'approbation, l'unité en l'occurrence, séparation, unité, etc. Vous comprenez qu'il y a vraiment des besoins qui sont liés à notre condition humaine et le soi est au-dessus. Alors, si je vous parle de tout ça, c'est parce qu'il est vraiment très utile de pouvoir se situer par rapport à ces choses, simplement d'y penser de temps en temps, d'en prendre conscience, d'observer, de s'observer, de ressentir, de voir comment ça vous parle, comment ça résonne en vous, parce que c'est le meilleur moyen, du moins que j'ai trouvé personnellement, de lâcher prise. Quand je me relie au soi, l'identité, tout ce que je crois être si important, la vie, l'argent, l'amour, la nourriture, la chance, le boulot, etc., tout ça, c'est lié à l'identité, à l'incarnation, à la condition humaine. Hein. Et c'est là où je dois lâcher prise. C'est sur le boulot, sur ces choses que je viens de dire, tous ces défis que je me lance ou que je crois que les gens me lancent.
toutes ces croyances sur il faut pas, je devrais pas, bref. C'est là-dessus qu'on doit lâcher prise. C'est ça qui nous pose problème. Et donc, tant que je suis identifié à ça, c'est extrêmement difficile de lâcher prise. Si j'ai quelqu'un qui me dit, mais laisse tomber, fous-toi de ça, ben, c'est parce qu'il n'a pas le même problème que moi. Sinon, il ne me dirait pas ça. Il me dirait, oh mon pauvre, je te comprends. Donc, on est, comme on pourrait dire, un peu coincé dans notre identité et c'est pour ça que c'est difficile de lâcher prise. Ce que je vous propose donc, c'est de vous relier au soi pour lâcher prise depuis là. Et là, ça devient vraiment facile. Parce que vous allez pouvoir vous observer depuis dehors. Il y a plusieurs méthodes pour faire ça et vous trouverez sans doute la vôtre parce que c'est pour chacun différent. Mais vous pourriez imaginer, par exemple, et il suffit de l'imaginer, il n'y a pas besoin de le faire vraiment. Imaginez que vous sortez de votre corps. Alors, il y a des gens qui sortent du corps, etc. Bon, c'est une autre question. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Il suffit d'imaginer. D'imaginer qu'une partie de vous est un peu à côté de vous, ou au-dessus de vous, ou derrière vous, etc., ou devant, peu importe. Et vous vous observez. C'est très intéressant. Vous vous observez depuis dehors, comme si vous étiez quelqu'un d'autre, en fait. Et ça vous permet de reprendre le contrôle sur un grand nombre de choses. Ça me rappelle une petite anecdote, un petit événement qui me revient. J'avais d'assez bonnes relations avec ma maman, même très proche. Et puis, il me revient plusieurs fois où j'allais vers elle me confier, lui demander conseil. Et puis, en personne sage et avisée qu'elle était, elle n'aimait pas donner des conseils. Elle me disait, si tu étais ton meilleur ami, qu'est-ce que tu te dirais? Et c'est vraiment joli, parce que ça, c'est l'expérience de la dissociation. Si tu sors de toi et que tu te regardes depuis dehors, que tu es ton meilleur ami, qu'est-ce que tu te conseillerais? Qu'est-ce que tu dirais? Et ça, c'est vraiment les meilleurs conseils. Quand on est à l'intérieur, qu'on veut le contrôle, la sécurité, l'approbation, et cette expérience de séparation-unité qui nous fait toujours, qui crée toujours cette illusion qu'on est séparé des autres, séparé du monde et de l'univers, on n'arrive pas à être clair, on n'arrive pas à voir clair. Le fait de sortir de soi, ce qu'on appelle se dissocier, se relier au soi, nous permet d'avoir un regard clair sur cette illusion de l'identité, sur le fait que cette identité est, comment dire, pas si importante que ça. Et pour celles et ceux d'entre vous qui ont déjà fait de la méditation ou qui ont des croyances religieuses, qui prient, etc., c'est ce qui se passe en fait dans la prière ou dans la méditation. C'est qu'on se pose en silence et on se relie à quelque chose. Alors dans la méditation, effectivement, on se relie vraiment au soi. Dans la prière, on se relie peut-être à des anges, peut-être à Jésus, peu importe ce que c'est, peu importe. On se relie à quelque chose qui est plus en dehors de soi et qui nous donne du recul. Ça nous permet de nous désidentifier et de nous regarder de l'extérieur. Et ça relativise tellement cette identité qui a tendance à prendre toute la place. C'est un peu l'ego aussi. Hein? Bon, on verra prochain café hypnose, on parlera de la puissance bénéfique de l'ego, du côté positif de l'ego. Mais souvent l'ego nous ramène dans cette coquille étanche comme ça, fermée de l'identité. Alors, si on peut sortir un peu et s'observer depuis là. J'ai connu une personne qui s'adressait à elle à la deuxième personne.
Ce n'est pas comme Jules César qui parlait d'elle en public à la deuxième personne, mais elle s'adressait à elle à la deuxième personne. Elle se disait, dis donc, je ne sais plus comment elle s'appelait, mais peu importe, comme si je le faisais. Dis donc, Philippe, il faut que tu te bouges, ou bien Philippe, Philippe, tu as bien fait là, tu as bien réussi ton coup. C'est une manière de prendre du recul par rapport à soi et de s'observer de l'extérieur. On va, de cette manière, d'une part, se détacher de soi, se relier au soi, c'est ce que je dis. Voilà, il y a un paradoxe. Se détacher de l'identité et se relier au soi pour nourrir une relation à soi de qualité et une relation donc détachée de soi, détachée de l'identité. C'est le soi qui se détache de l'identité. Ça lui permet d'aimer l'identité. Ça me permet de m'aimer tel que je suis, avec tous mes défauts et toutes mes qualités. Et donc, d'avoir une relation détachée, libre. Une grande liberté qui s'installe là autour. Liberté veut dire créativité, responsabilité, conscience, toutes ces choses qui vont vraiment améliorer ma relation à moi-même. Et en faisant ça, beaucoup plus de facilité de voir les choses de l'extérieur et de les piloter. Vous l'avez compris. Alors, il y a, pour poursuivre, il y a finalement cette unité. Qu'est-ce qu'elle est censée faire? Cette identité, qu'est-ce qu'elle est censée faire? Cette unité entre le soi et l'identité, cette période de vie de quelques dizaines d'années, 80, 90 ans, 120, moi c'est 120, c'est mon objectif, je ne sais pas si j'y arriverai, mais voilà, quelques dizaines d'années à vivre l'expérience humaine, qu'est-ce qu'on est censé faire avec ça? Ça, c'est les grandes questions philosophiques, bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait là? À quoi ça sert? Finalement, qu'est-ce qui nous anime? Qu'est-ce qui me rend vivant? C'est les grandes questions. On n'a pas vraiment la réponse là-dessus, puis on a peut-être chacun la sienne. Mais en ce qui me concerne, qu'est-ce qui me rend vivant? C'est-à-dire, qu'est-ce qui me met en mouvement? La vie est mouvement. Tout est mouvement. Les atomes sont en mouvement, ça crée des cellules en mouvement. La vie est en mouvement. Et le moteur de ce mouvement, pour moi, c'est la joie et l'enthousiasme. J'ai déjà parlé des émotions. Il y a les émotions négatives, il y en a 4, peur, colère, tristesse, dégoût. Et puis, il y a les 2 émotions positives, la joie et l'enthousiasme. Alors, c'est des belles émotions, donc des belles sensations qui nous traversent. Ce sont, je pense, les émotions de la vie, du vivant. Quand je vois une fleur qui pousse dans un pré, ou pas seulement une fleur, un brin d'herbe, une mauvaise herbe, comme on dit, où toute la vie est un mouvement. C'est un mouvement, je ne sais pas à quel point il est un mouvement de joie, mais en tout cas, c'est un mouvement d'enthousiasme. Il y a la vie qui se propage. Et ça nous anime. Et quand on peut se connecter à ça, du moins en avoir conscience, ou en prendre soin, ou nourrir cette relation à la joie et à l'enthousiasme, ça nous donne quoi? Ça nous donne de la puissance. Alors la puissance, c'est un terme qui est souvent mal compris parce que la puissance, le pouvoir ont été associés au fil de l'histoire humaine à du négatif. Effectivement, on peut prendre le pouvoir sur quelqu'un, on peut manipuler les gens pour avoir du pouvoir. On parle des gens de pouvoir et des gens qui ont, de nos dirigeants qui font des abus de pouvoir, etc. Donc, qui ont trop de puissance. Mais ici, on parle de puissance de la vie. On ne parle pas d'une puissance sociale ou d'un pouvoir social.
mais d'un pouvoir sur soi et d'une puissance vitale. On est ici donc à un autre niveau de puissance, et quand cette puissance est mise en mouvement par la joie et l'enthousiasme, on a l'impression de pouvoir conquérir le monde, un peu comme quand on est jeune. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va rester jeune. Alors même si le corps vieillit, que les sensations changent et que les pensées changent, même si le corps vieillit, se bonifie, les sentiments deviennent plus joyeux, plus enthousiastes et les pensées plus paisibles. Donc quoi de mieux que de vieillir pour aller vers ça? Vieillir pour être plus traversé par la vie, par plus de puissance vitale. Et pour ça, de cette manière-là, entrer dans ce qu'on pourrait appeler le flot de la vie. Le flot de la vie, on pourrait, moi quand je pense à flot, je pense facilement à une rivière, forcément, parce qu'on est dans ce mot-là, mais on peut penser au flot de l'univers, que tout est en mouvement dans l'espace, dans les galaxies, dans les systèmes solaires, et que sur notre belle planète Terre, tout est en mouvement. L'eau est en mouvement, la vie, les végétaux, tout est en mouvement. Et donc, ce mouvement nous invite à lâcher prise pour se laisser emporter, en fait, dans le mouvement. Se laisser emporter dans le mouvement. Ça, c'est le lâcher prise. Mais, il y a ce fameux mais de l'identité. Alors, on pourrait philosopher un peu là-dessus en disant, OK, cette identité, elle nous met un peu les bâtons dans les roues, elle nous freine, puisqu'elle a ses besoins, elle nous met dans le besoin, elle nous crée des illusions, cette illusion de l'identité, cette illusion de séparation. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas tous unis, heureux? Voilà, pourquoi ça ne coule pas de source? Et là, on arrive dans un truc un peu philosophique, peut-être plus profond, c'est que le soi, dont je parlais tout à l'heure, vient dans l'identité, ça c'est mon avis, hein, c'est ma proposition, pour oublier sa toute-puissance, pour entrer dans une autre toute-puissance, celle de l'enfant dont je parlais au début, et expérimenter la limitation. Parce que le soi n'est pas limité. Et c'est intéressant d'être limité. C'est une expérience en soi. C'est une expérience du soi. De venir dans une identité qui va me limiter. Alors, évidemment, ça va me poser plein de problèmes, mais c'est plein de problèmes à résoudre. Et donc, cette expérience humaine, toute inconfortable qu'elle puisse être par moment ou par période dans la vie, va nous amener à nous rencontrer nous-mêmes, à nous aimer finalement tel qu'on est. C'est l'expérience de l'amour, je pense, qu'on fait dans l'incarnation, dans la condition humaine, et ça commence par l'amour de soi, et c'est pour ça que le soi s'oublie dans l'identité pour pouvoir se redécouvrir. Il y a donc une prise de conscience. Il va d'abord s'oublier dans l'identité, se prendre pour l'identité, et après, si tout se passe bien, et s'il fait le chemin, la personne va se re-rencontrer en tant que soi, mais avec une expérience, avec une maturation à travers les relations aux autres et la relation au monde et la relation à soi. Donc, je crois que ce qu'on est invité à faire à travers tout ce processus, c'est d'ouvrir les bras et d'accueillir. C'est tout. Accueillir. Accueillir ce qui est. Alors, ça a l'air de rien, ça a l'air même très anodin, accueillir ce qui est, ça fait même un petit peu crétin parce qu'on se dit, oui, bon, bah, c'est un peu facile. Ben justement, c'est pas si facile.
Et c'est peut-être le truc le plus difficile à faire, accueillir ce qui est. On est toujours dans cette identité qui veut absolument mériter ce qu'elle a. Alors que accueillir, c'est accepter ce que la vie me donne. Pour ça, il faut lâcher prise. Et je pense que pour lâcher prise, on a besoin de remettre en question l'identité, bien comprendre comment c'est construit. Et une fois qu'on a compris, essayer, prendre goût même à sortir de l'identité, même quelques instants, hein, par la méditation ou par l'hypnose, peu importe le moyen, ou par la prière, sortir pour se relier au soi et se regarder depuis dehors et s'envoyer de l'amour. S'aimer comme personne ne peut nous aimer. Parce que cette identité-là, c'est ma création. C'est ce que le soi a créé pour expérimenter exactement ce qu'il a besoin d'expérimenter, pour faire son chemin spirituel, son chemin du soi. Voilà un peu ma vision et ce que j'avais envie de partager avec vous. On a encore un peu de temps, hein. D'ailleurs, je n'ai pas tout à fait fini, mais je pense que ça, c'est vraiment ce que j'avais envie de vous proposer. Pour moi, c'est la clé du lâcher-prise, elle est là. On peut lâcher prise en, comment dire ça, en se forçant, hein, en se disant, ah, t'inquiète pas, allez, ça va aller. On peut lâcher prise en développant sa confiance. Donc, en prenant confiance, on a moins peur, mais ce n'est pas encore tout à fait du lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est accepter ce qui est, avoir même, au fur et à mesure qu'on fait ça, qu'on s'habitue à le faire, avoir de la gratitude, remercier, on ne sait pas qui d'ailleurs, se remercier soi, pour remercier le soi, pour ce qu'on est, pour ce qu'on a, et aussi pour ce qu'on n'a pas, et aussi pour ses douleurs, et aussi pour toutes ces expériences qui sont inconfortables, parfois difficiles du point de vue de l'identité, mais tellement précieuses, tellement importantes au niveau du soi qui fait son chemin. Et donc, gratitude, c'est une transformation joyeuse en fait. Quand on lâche prise, on ouvre les bras, on dit merci. On avait ça dans la religion catholique, en tout cas, où on nous disait demandez, vous recevrez. Demandez, sachez que vous avez déjà. Ça, c'est la loi de l'attraction aussi. Hein. Votre Père qui est dans les cieux nourrit les oiseaux, les arbres, les animaux, la nature. Vous croyez qu'il va vous oublier? Mais non, vous êtes aussi sa création. Accueillez, recevez. Alors, je ne vais pas faire la messe là maintenant, mais c'est super important. Accueillir. Nous sommes légitimes à recevoir. Ça, c'est un truc à se mettre dans la tête. Mais l'identité, l'ego, arrête pas de nous dire le contraire. Non, tu dois mériter, tu dois souffrir, tu dois avoir, tu dois gagner, tu dois dépasser les autres, etc. Donc ça, c'est les mensonges, on va dire, enfin les mensonges, c'est les incompréhensions dues à ces 4 besoins de l'identité, contrôle, séparation, approbation, pardon, contrôle, sécurité, approbation et séparation unité. Qui créent ça, ces malentendus. Quand on comprend bien ça et qu'on va se relier au soi, ça donne vraiment beaucoup plus de pouvoir, de puissance, de possibilité de relativiser ce qu'on est en train de vivre, quoi qu'on vive, et se détacher de la personne la plus précieuse au monde pour soi, c'est soi. Voilà la proposition pour lâcher prise. Quand vous êtes dans cette position-là, il est vraiment facile de lâcher prise. On dit merci. C'est cool. Vous connaissez peut-être Ho'oponopono. Certains connaissent peut-être cette méthode Ho'oponopono. Je ne l'ai pas exactement par cœur, mais l'idée, c'est de vraiment demander pardon et dire merci. Il y a un protocole comme ça, on fait des phrases à répéter où
on demande pardon, on prend la responsabilité de ce qui est, on demande pardon pour ses erreurs et on dit merci pour tout ce qui est. Et on est vraiment dans ce même principe que ce sur quoi j'attire votre attention ce soir. Et à partir de là, on a on développe une autre gamme de perceptions et réjouissez-vous d'aller dans ces zones-là si ce n'est pas encore le cas ou d'aller plus loin si c'est déjà le cas parce qu'on développe des perceptions un peu extrasensorielles, c'est-à-dire qu'on commence à avoir des perceptions au-delà des 5 sens. On sent des choses, on a des intuitions, des accès ou des accès à certaines médiumnités parce qu'on perçoit des choses. On se relie à quelque chose qui est au-delà de l'identité et du coup qui sort du cadre de la tridimensionnalité du monde matériel et qui perçoit au niveau de ces corps éthériques dont j'ai juste fait allusion tout à l'heure. À ce moment-là, je crois que la dernière chose que j'aurais envie de dire, c'est qu'on commence vraiment à s'aimer soi-même et donc à se faire plaisir, à profiter de la vie, à se donner de l'amour depuis le soi, à prendre soin de l'identité, à prendre soin de qui je crois être depuis le soi. Prendre soin de soi, mais depuis le soi. Vous voyez ce que je veux dire? Depuis en haut. Donc, imaginez que vous sortez, ça c'est vraiment une proposition que je vous fais, et vous pouvez le faire particulièrement quand vous avez un souci ou quand vous êtes dans une situation difficile. Imaginez que vous sortez de vous, vous êtes en train de flotter au-dessus de vous et que vous vous pilotez depuis l'extérieur. J'en ai fait plusieurs fois, enfin pas mal de fois pendant une période, l'expérience d'aller à un rendez-vous qui m'inquiétait, par exemple, ou d'aller négocier quelque chose, ou d'avoir une conversation difficile. Je le fais maintenant de manière un peu spontanée, donc je ne fais plus tellement attention que je le fais, mais souvent j'ai cette perception que je suis, en tant qu'identité, je suis là en train de faire quelque chose, mais en même temps, il y a le soi, mon je, mon moi avec un grand M, qui est en train d'observer la scène depuis en haut et puis qui me soutient, qui me guide. Et c'est une manière d'être beaucoup plus efficace dans ses actions, même dans son travail et dans ses relations, dans ses communications, particulièrement quand elles sont un peu difficiles. D'avoir cette conscience que je peux aussi être là, je peux aussi piloter les choses depuis là, depuis le soi. Voilà. Est-ce qu'il y aurait, j'ai beaucoup parlé, hein, enfin comme d'habitude, est-ce qu'il y aurait des questions, quelque chose que vous aimeriez partager? Là, je vois qu'il y a quelque chose ici. Voilà. Est-ce que ça peut devenir automatique? Alors oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Plus vous y arrivez, plus vous y arrivez. Hein. D'ailleurs, je crois qu'on avait déjà parlé de ça une fois, il y a ces 4 degrés de compétence. L'incompétence inconsciente au départ, puis après on prend conscience de notre incompétence, c'est le deuxième palier, l'incompétence consciente, puis après il y a la compétence consciente, parce on apprend à faire des choses, donc on monte d'un niveau, et on est compétent, mais on est conscient qu'on est compétent, et puis après, il y a le 4e niveau, c'est une compétence inconsciente. C'est tellement acquis qu'on ne fait plus gaffe. Et moi, ça peut m'arriver justement dans des cas où je suis un petit peu dans un conflit, par exemple, ou dans mon travail, dans une situation un petit peu difficile, où ça se fait spontanément. Je sors de moi et je regarde depuis là. Et je peux me conseiller. Et attention. Et c'est fabuleux parce que ça me donne l'impression d'avoir 2 cerveaux. Il y a un cerveau pragmatique qui fait appel à tout ce que j'ai appris, puis il y a une espèce de cerveau intuitif qui s'ajoute et qui permet de m'inspirer quelque part.
Donc oui, plus on en fait, plus on pratique, plus c'est facile. Plus c'est facile. Ok, encore une question ici. Alors, les enfants sont naturellement comme ça. Oui, alors, les enfants sont naturellement très facilement hors de leur corps. Ils peuvent sortir de leur corps. Le truc, ils n'ont pas une conscience double. C'est ça la différence par rapport à ce que je viens de décrire ou de vous proposer. C'est qu'on a l'identité, on est conscient de l'identité. L'enfant, il n'a pas encore son identité. Avant 7 ans, puis même jusqu'à l'adolescence. C'est à l'adolescence que ça, quand on devient adulte, que l'identité comment dire, se confirme et a tendance même à se cristalliser, à se confirmer. Mais donc, un enfant, lui, il va être facilement dans le soi, mais il n'est pas encore bien dans l'identité. Donc, la réflexion, effectivement, que les enfants sont naturellement comme ça, sont naturellement dehors, mais ils n'ont pas la conscience. Hein. Ils n'ont pas la conscience de cette identité. Donc, ils n'arrivent pas à avoir le double jeu. Ils sont plutôt dans le soi, et puis il n'y a pas encore l'identité. Et c'est ce qui les amène à être très perceptibles, à être très créatifs, et à être aussi dans le moment présent, parce qu'ils n'ont pas encore assez de souvenirs, d'expériences pour être aspirés dans le passé, et donc ils ne font pas encore de projection dans le futur. Et donc ils sont vachement dans le présent, et c'est ça qui leur donne aussi beaucoup de puissance. En plus, ils ont cette énergie vitale physique qui est naturelle. Donc peu à peu, l'identité va se créer. Je ne sais pas si j'ai répondu à ça, mais c'est vrai qu'on peut effectivement avoir quand on est enfant, avoir cette sensation d'être distant par rapport aux choses, de se voir de l'extérieur. Parce qu'on est beaucoup dans cette perception du soi, dans ces perceptions du soi, qui envoient des informations dans le cerveau physique pour que l'identité se crée. Donc, on va dire que le soi est très présent chez l'enfant parce qu'il est en train d'aider, il est en train de fabriquer son identité à travers les expériences que l'identité vit déjà, enfin, qui sont vécues dans le monde physique. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Enfin, s'il y a d'autres questions, sinon, je vais vous proposer une expérience. Combien de temps il nous reste? Une dizaine de minutes, c'est bien. Autre question encore? Quelqu'un me fait un signe de la main s'il y a une question? OK. Dans ce cas, je vais vous inviter à faire une expérience. Et pour cela, tout simplement vous mettre dans un état tout simple, hein, de détente, juste d'être un petit peu bien installé. On va le faire de manière un peu hypnotique, même si c'est quelque chose qui est basé sur du questionnement. Je vais vous répéter des questions. Certains ont peut-être déjà fait l'expérience une fois au cabinet. C'est quelque chose de très puissant qui permet justement, l'idée, c'est de laisser à l'esprit la possibilité d'expérimenter ces deux états, à la fois l'état d'identité et à la fois l'état de ce qui en a conscience, ce qui a conscience de l'identité, le soi, qui regarde de l'extérieur. Et donc, je vais vous inviter simplement à prendre une grande inspiration, laisser l'expiration se faire. Si vous pouvez prendre conscience qu'à l'inspiration, vous vous remplissez d'énergie et à l'expiration, vous pouvez même faire du bruit, vous rejetez toute tension à l'extérieur. Et si vous avez besoin de le faire à d'autres moments dans votre vie, dans vos expériences de vie, n'hésitez pas à faire du bruit à l'expiration parce que ça vous permet de bien vider toutes les tensions et les énergies négatives à l'extérieur.
Et donc, pour vous guider dans cette expérience, vous pouvez simplement commencer par prendre conscience juste de l'espace autour de vous, des points de contact de votre corps sur le siège là où il est posé et de votre respiration, du flux et de reflux de votre respiration. Et je vais vous proposer quelques questions que vous allez laisser tourner dans votre tête, que vous allez laisser tourner dans vos oreilles plutôt, et qui vont, un peu comme un mantra, aller chercher dans votre inconscient des choses qui peuvent surgir, puisque on a tous des choses à lâcher, on a tous envie de lâcher prise, peut-être sur des événements, sur des situations, ou sur les autres, ou sur soi-même. Et tout cela a tendance à s'empiler, à s'amalgamer à l'intérieur de soi pour faire une grosse salade. Alors quand on peut juste permettre au soi d'observer cela de l'extérieur et de laisser partir, c'est une étape vraiment précieuse et importante pour le changement vers la liberté. Posez-vous les questions à l'intérieur de vous et laissez-vous répondre pour vous-même ou laissez une partie plus profonde encore y répondre. Quelles sont les raisons, les justifications, les motifs qui vous amènent à vouloir changer ce qui est? Ça peut être vous-même ou les autres, ou les événements ou les situations. Pourriez-vous simplement vous permettre d'accueillir, d'ouvrir les bras à toutes ces raisons, ces justifications et ces motifs, et vous permettre aussi d'accueillir, d'ouvrir les bras aux changements et aux désirs qui vont avec. Regardez si derrière toutes ces choses, il y a un besoin de contrôle ou de sécurité, ou un besoin d'approbation, ou encore un besoin de séparation et unité. Et si c'est le cas, pourriez-vous vous permettre de laisser être ces besoins, puisqu'ils sont là, dans votre identité? Pourriez-vous vous permettre de laisser tout ça s'en aller, puisque ça n'est pas vous? Quelles sont les raisons, les justifications, les motifs qui vous amènent à vouloir changer ce qui est, c'est-à-dire vous-même, les autres, les événements, les situations? Pourriez-vous vous permettre d'accueillir ces raisons, ces justifications et ces motifs, et vous permettre aussi d'accueillir tous les jugements et les désirs qui vont avec? Voyez si derrière tout cela, il y a quelques besoins de contrôle, de sécurité, d'approbation ou de séparation et unité. Et si c'est le cas, pourriez-vous vous permettre de les laisser être? Pourriez-vous vous permettre de laisser tout cela s'en aller? Quelles sont les raisons, les justifications, les motifs qui vous amènent à vouloir changer ce qui est, c'est-à-dire vous-même, les autres, les événements, les situations? Pourriez-vous vous permettre d'accueillir toutes ces raisons, justifications et motifs, et vous permettre aussi d'accueillir tous les jugements et les désirs qui vont avec? Voyez si derrière toutes ces choses, il y a quelques besoins de contrôle, de sécurité, d'approbation ou de séparation unité. Et si c'est le cas, pourriez-vous vous permettre de les laisser être? Pourriez-vous vous permettre de les laisser s'en aller? Et maintenant, qu'y a-t-il? Qu'est-ce qu'il reste? Pensez maintenant à quelqu'un que vous désirez changer ou voir changer. Ça peut être une autre personne ou vous-même.
en pensant à cette personne, quelle est votre impression? Pourriez-vous vous permettre d'accueillir cette personne et de la laisser être? Pourriez-vous vous permettre d'accueillir votre propre désir de changer cette personne? Et d'accueillir aussi toutes les raisons et les jugements que vous avez pour vouloir faire cela? Pourriez-vous vous permettre d'ouvrir les bras et d'accueillir tout cela, de le laisser être, toutes ces choses? Pourriez-vous vous permettre de laisser tout cela s'en aller? Pensez encore à ce quelqu'un que vous désirez changer ou voir changer. Quelle est votre impression? Pourriez-vous vous permettre d'accueillir cette personne et de la laisser être? Pourriez-vous vous permettre d'accueillir votre propre désir de changer cette personne? Et vous permettre également d'accueillir toutes les raisons et tous les jugements que vous avez pour vouloir faire cela? Pourriez-vous vous permettre de laisser tout cela être dans l'identité, de le regarder de l'extérieur? Et comme vous le regardez de l'extérieur, pourriez-vous vous permettre de laisser tout cela s'en aller? Pensez encore une fois à ce quelqu'un que vous désirez changer ou voir changer. Quelle est votre impression? Pourriez-vous vous permettre d'accueillir cette personne et de la laisser être? Pourriez-vous vous permettre d'accueillir votre propre désir de changer cette personne? Vous permettre aussi d'accueillir toutes les raisons et tous les jugements que vous portez pour vouloir faire ça? Pourriez-vous vous permettre d'ouvrir les bras et de laisser être tout cela, de l'observer depuis en haut? Et comme vous l'observez depuis le haut, pourriez-vous vous permettre de laisser tout cela s'en aller, partir, se détacher de vous? Et quand vous faites cela, qu'y a-t-il au-delà? Pourriez-vous vous permettre d'accorder sa place à cette personne, de la laisser être et de lui donner de l'approbation telle qu'elle est? Et maintenant, qu'y a-t-il? Est-ce que c'est plus tranquille ou plus calme? Lorsque vous flottez au-dessus de vous, que vous vous regardez depuis en haut, contemplez-vous. Vous êtes magnifique. Vous êtes parfait, parfaite. Nous sommes parfaits. Tout est bien. Peut-être que l'espace est particulièrement grand ou particulièrement lumineux ou d'une autre manière. Laissez-vous revenir depuis cet espace, à votre rythme et à votre façon. Votre subconscient utilise tout cela pour générer tout ce qui est bon pour vous. Bien. Bienvenue de retour.
Bienvenue chacune et chacun. Merci pour vos précieuses participations. Les grandes lignes de ce que je vous ai présenté, c'était la toute-puissance de l'enfant qui lui permet d'entrer dans le monde et de créer son identité avec les besoins de l'identité, et que la conscience de cette identité, du soi qui le surplombe, on pourrait dire, nous permet de choisir, d'être associé ou dissocié en fonction des circonstances. C'est un vrai choix. C'est probablement le choix le plus précieux et le plus important qu'on ait dans la vie, parce que c'est le choix qui nous amène la liberté. Et à travers cette liberté, on peut se laisser traverser par ce qui nous anime et du coup être en contemplation, en gratitude pour accueillir ce qui est laissé être, ce qui est laissé couler, ce flot de la vie, et entrer dans un véritable plaisir d'être, être soi. J'espère que je vous fais un peu envie. Hein. Et donc, finalement, être heureux, c'est aussi simple que ça. Le prochain Café Hypnose aura lieu le 6 avril, c'est dans un mois, et nous parlerons, je vous proposerai une réflexion et un exercice sur les côtés bénéfiques de l'ego. Le titre, c'est la puissance bénéfique de l'ego. Donc, on parlera le yin et le yang de l'ego, hein, son côté sombre, son côté lumineux, qui forment un tout et qui permet à l'identité d'exister aussi. Donc, qui permet l'expérience du soi à travers la condition humaine. C'est tout un programme, c'est génial en fait, c'est un programme merveilleux. Ok, voilà. Si vous avez envie de partager quelque chose, vous pouvez le faire sur le chat. Prenez soin de vous. Soyez heureuses, soyez heureux. Prenez soin de vous. Prenons soin les uns des autres. Et si c'est OK pour vous, eh bien, à bientôt. Passez une bonne nuit, une bonne soirée et un bon mois jusqu'à la prochaine. Je vous Merci. aime. Prenez soin de vous. Tout est bien. Au revoir. Au Merci, revoir à Philippe. tous. Je vous laisse quitter de votre côté. À bientôt. Merci à tous. Au Merci. revoir. Merci. Voilà, super.